événement va se dérouler sous la forme très dynamique d'une table ronde autour de laquelle nous allons accueillir 4 entrepreneurs. Margot Alouchery, ici présente, merci beaucoup d'être présente. Aurélie Houghton-Walter, merci beaucoup. Elsa Perron et Daniela Diaz. Merci beaucoup à toutes d'être ici. Elles vont toutes les 4 nous raconter leur parcours inspirant, leurs difficultés, mais aussi leurs success stories en tant qu'entrepreneuses. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant toute la durée de l'événement dans le chat ou directement dans l'onglet questions. Et on prendra le temps d'y répondre tous ensemble à la fin. Concernant l'animation, c'est Olivia Hendrickson, qui est la directrice des opérations de l'association HUP, qui accompagne ces entrepreneuses et qui va nous faire du coup l'honneur d'animer cette table ronde. Donc c'est parti pour environ 45 minutes de table ronde animée par Olivia. Eh ben merci de me passer la parole. Donc je m'excuse s'il y a un petit bruit de fond parce que du coup j'avais une salle mais du coup je me retrouve dans un open space. Je tenais déjà en préambule à remercier nos 4 entrepreneuses qui sont présentes, donc Elsa, Margot, Aurélie, Daniela, 4 entrepreneuses qui nous font franchement l'honneur de partager leur parcours en tant qu'entrepreneuses. Donc vraiment je remercie pour ce temps précieux qui est dédié ce soir par elles. Et donc moi je vais faire une très brève présentation parce que j'aimerais bien qu'on puisse engager très vite finalement cette interview croisée avec vous, Elsa, Margot, Aurélie et Daniela. Donc moi vraiment je suis Olivia Hendrickson, donc je vais animer, piloter ces échanges. Je représente l'association HUP Entrepreneur aujourd'hui, l'association qui a accompagné ces 4 entrepreneuses que vous voyez ici. En quelques mots, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat mené par des femmes ici présentes. Et évidemment, nous, le sujet qu'HUP Entrepreneur on défend, on promeut, c'est l'idée que toute personne en situation de handicap puisse entreprendre. Donc, on va essayer de croiser un petit peu ces 2 sujets, mais j'ai vraiment envie de faire passer un message aux 4 entrepreneuses présentes ici, qu'elles se sentent libres et à l'aise d'exprimer leur point de vue sur justement ces questions que je vais leur poser par rapport à leur parcours en tant qu'entrepreneuse et puis plus largement par rapport à ce rapport en fait finalement entre leur situation de handicap et leur projet entrepreneurial. Parce que je sais qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des parcours très différents, des visions différentes et ça c'est ce qui fera la richesse de cet échange aujourd'hui. Rappelez le pourquoi aussi on existe à HUP Entrepreneur, c'est que tout simplement si on compte aujourd'hui plus d'1 million d'entrepreneurs en France, on comptabilise aujourd'hui 80 000 entrepreneurs en situation de handicap. Ce qui montre derrière qu'on est quand même sur un écart qui interroge sur le pourquoi on a 9 fois moins de personnes en situation de handicap qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est sur cet angle-là en fait qu'HUP Entrepreneur, comme toute association, a voulu répondre en tant qu'acteur de la société civile. Et on a été du coup fondé par un entrepreneur lui-même aveugle, Didier Roche, en partenariat avec notre directrice générale Pauline Arnaud-Blanchard, qui ont souhaité agir sur cet angle mort et faire un peu imploser ce plafond de verre. Donc ça c'est le contexte un petit peu que je pose de manière très rapide. Mais surtout, je le disais, on va parler d'entrepreneuriat et en mini-teasing, avant de vous laisser la parole, chère entrepreneuse, pour vous présenter. Pour vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et j'aimerais bien en quelques mots vraiment très très rapides, peut-être 1 à 3 mots. Pour vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et je donnerai bien la parole pour démarrer à Elsa. Moi, en un mot, je dirais l'audace, si on devait donner une valeur. Merci beaucoup Elsa. L'audace. Margot? Moi, je dirais que c'est la liberté. La liberté. Merci Margot. Daniela? Pour moi, c'est une force d'action. Aurélie? Voler de ses propres ailes et puis c'est ça, être libre. Merci beaucoup à toutes les 4. Donc là, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet qui nous permet de démarrer un petit peu cette discussion. On parle d'audace, on parle de liberté, de s'affranchir, de voler de ses propres ailes. C'est généralement ce qu'on entend au quotidien. Moi, j'aimerais juste poser une définition selon la BPI. Comment aujourd'hui on identifie l'entrepreneuriat, c'est toute personne qui travaille de manière indépendante et qui donc serait responsable de ses actes, qui ne serait donc pas salarié. Ça, c'est vraiment la nuance aujourd'hui qu'on peut avoir au niveau de la définition. Mais surtout, vous rappelez qu'en fait, il n'y a pas un profil entrepreneur, mais plusieurs profils. C'est protéiforme, c'est divers. On a différents parcours. On peut être en portage salarial, on peut être micro-entrepreneur, on peut être en société, on peut être rattaché à une coopérative, etc., etc. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que nos 4 entrepreneuses vont pouvoir illustrer cette diversité de profils entrepreneurs. Et avant de poursuivre, moi,
définition, en tout cas au niveau de l'association HUP, qu'on aime retenir sur l'entrepreneuriat, c'est aussi avant tout une création de valeurs sociales et culturelles au-delà de la création de valeurs économiques. Et je pense que vous le verrez, que dans les parcours représentés ce soir, qu'on peut voir que ça transpire aussi cette volonté d'agir et d'avoir une valeur sociale et culturelle. Mais sans plus tarder, donc je le disais en préambule, chère entrepreneuse, que sentez-vous à l'aise vraiment dans les réponses à mes questions. J'aimerais démarrer avec une première question. Je le disais, nous, à HUP Entrepreneur, on promeut, on défend la conciliation possible entre le handicap et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous incarnez, vous êtes des entrepreneurs en situation de handicap. Est-ce que vous confirmez cette conciliation, ou est-ce que cette question s'est tout simplement pas posée pour vous, ou est-ce que c'est parfois difficile? Et je lancerai d'abord la parole à Margot. Merci. Oui, alors déjà simplement pour situer sur mon projet, donc je suis agitatrice de savoir expérientiel. Concrètement, ça veut dire que je défends le recours au savoir expérientiel des personnes. Donc les savoirs expérientiels, ce sont leurs compétences. Et là, je parle bien de compétences associées à une situation de handicap. Donc j'interviens auprès d'entreprises et dans le secteur du médico-social et j'ai plusieurs activités de formation, sensibilisation et conseil. Et donc, par rapport à la question de la conciliation, moi, je crois que déjà, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Le handicap m'a empêché de le faire. Clairement, pendant une période, j'ai dû arrêter mes études. J'ai dû changer finalement toutes mes perspectives et donc me créer des opportunités professionnelles capables de m'outiller aussi pour entreprendre aujourd'hui. Je dirais que dans mon projet actuellement, j'ai complètement intégré en fait la conciliation grâce à l'aménagement de mon temps de travail. C'est-à-dire sur mon business model, quand j'ai fait mon planning et la démarche associée, par exemple sur l'année 2024, j'ai spécifié différentes choses, comme le fait de travailler 4 jours par semaine au lieu de 5, le fait de limiter mes déplacements à 1 ou 2 déplacements par semaine. Margot, on a été interrompu. Pour conclure, en fait, j'ai 9 ans d'expérience professionnelle qui m'ont permis aujourd'hui, dans le cadre de mon projet d'entrepreneuriat, d'établir en fait des critères nécessaires pour pouvoir concilier mon handicap et ma vie professionnelle. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles parce que du coup, mon prévisionnel financier est aussi calculé en fonction de ça, tout comme la planification de mes activités, etc. Donc, je dirais que concilier son handicap et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est évidemment possible, mais aussi qui doit être envisagé sur tous les aspects de la vie. Mais comme n'importe quel métier finalement, comme n'importe quel choix de vie que l'on peut faire en fait, quand on vit avec des situations qui nous demandent de nous adapter, on le fait pour tous les aspects de la vie, tout simplement. Et donc, merci. Je dois passer la parole à Daniela, je crois. Oui, et je rajouterai, et merci Margot de l'avoir rappelé, évidemment, si vous pouvez en quelques secondes présenter votre projet entrepreneurial pour introduire également votre métier. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui, donc je suis créatrice d'entreprise et je souhaite créer un organisme de formation pour des professionnels de santé afin de les aider dans la prise en charge de la douleur. Alors, concilier handicap et entreprise, pour moi, c'est une évidence dans le sens où moi, j'ai été en situation de handicap visuel depuis très jeune, j'avais 14 ans. Donc déjà, j'ai dû choisir un métier qui soit compatible, on va dire, avec mon handicap visuel. C'est pour ça que j'ai choisi la kinésithérapie. Et ensuite, quand je me suis formée à la kinésithérapie, j'ai dû choisir, ou je ne sais pas si j'avais trop le choix, mais j'ai dû trouver un mode d'organisation pour pouvoir travailler. Donc, en kiné, on peut être libéral, sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément évident, bien qu'entrepreneuse déjà à ce moment-là, parce que tout le côté administratif était quand même assez lourd au niveau visuel. Donc, je suis repartie un petit peu dans le salariat pendant une vingtaine d'années. Et dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même encore difficile, bien que salarié majoritairement, de travailler ou d'adapter, on va dire, mon poste de travail à mon handicap visuel actuellement. Et donc, du coup, depuis 2021, en fait, j'ai décidé
de me reconvertir, c'est-à-dire de transformer, on va dire, mon activité. Et ça fait deux ans, on va dire, que je travaille sur un projet de création d'entreprise que je souhaite mettre en place là en 2024 et pour être vraiment entrepreneuse à 100% du coup. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si, merci beaucoup, Ouais. Daniela. Et donc, on va peut-être lancer la parole à Elsa en rebond. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Elsa, j'ai 26 ans et j'habite à Bordeaux depuis un petit moment maintenant. Mon métier, c'est consultante en bilan de compétences. Donc je suis actuellement sur une activité très réglementée au sein d'un organisme de formation. Et j'évolue notamment, on parlait tout à l'heure des différentes façons d'entreprendre. Et moi, j'ai choisi le modèle coopératif. Donc je suis dans ce qu'on appelle une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Et je suis notamment en ce qu'on appelle un contrat CAP. C'est un contrat qui permet de tester la fiabilité économique de son projet pendant une période allant de 1 à 2 ans. Donc moi, je suis sur ce modèle-là. Et pour revenir à la question entre la conciliation entre handicap et entrepreneuriat, moi, le premier réflexe que j'ai eu, parce qu'on a eu les questions en amont, ça a été d'aller voir la définition de conciliation, parce que le mot comme ça me parlait pas naturellement. Et je suis tombée sur l'action de rendre les choses compatibles. Donc je me suis dit, c'est bizarre, ça sous-entend déjà que peut-être les choses sont pas compatibles quand on commence. Alors, moi, est-ce que j'en suis l'exemple? Oui, je pars du principe que c'est tout à fait possible d'entreprendre en étant une personne en situation de handicap. Après, est-ce que je confirme? Moi, je pense pas complètement. Parce que il y a des jours, tout à l'heure c'est Margot qui parlait du rythme. Moi je suis sur une activité réglementée, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais où il ne m'a pas vraiment été possible de choisir un rythme par rapport à la rentabilité de mon activité. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où mon handicap et l'entrepreneuriat, ils vont être compatibles à 90%, d'autres à 50% et parfois à 10%. Et parfois les états de compatibilité, ils peuvent durer. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est qu'il y a dans le handicap, il y a ce qu'on appelle une compensation du handicap qui parfois peut être permanente. Donc, les jours où je suis à 10% de compatibilité entre mon handicap et l'entrepreneuriat, je pourrais être dans cette compensation afin de faire remonter ma compatibilité à 90%, mais j'ai pas envie de m'épuiser pour qu'à la fin, ça finisse dans un cercle vicieux. Après, j'ai réfléchi à la question aussi compatibilité, handicap, entrepreneuriat, etc. Donc moi, on peut dire que je suis quand même dans une forme de fluctuation, c'est-à-dire que je suis pas tous les jours à 100% compatible entre les deux. Mais après, je me suis dit finalement en entreprise, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on est tout le temps 100% en conciliation, compatible avec son poste de travail? Et je pense que non. Je pense qu'il y a des jours où, comme on dit, on retrouve pas ses affaires. Donc non, je pense que c'est également pareil en entreprise, personne porteuse de handicap ou non. Donc oui, je pars du principe que c'est possible de concilier handicap et entrepreneuriat. Et en même temps, pour ma part, je parle, pour ma part, ça fluctue, c'est en mouvement et comme j'aime bien le dire, c'est OK. Et c'est OK si c'est pas à 100% tous les jours. C'est OK. Bonjour à tous, moi c'est Aurélie. J'ai 14 ans d'expérience dans l'engineering de projet. Et là, récemment, j'ai arrêté parce que j'avais besoin de souffler, de respirer, d'avoir un retour sur investissement plus rapide pour pouvoir vraiment me poser et être pleinement satisfaite. J'ai créé ma société de massage pour les particuliers et les entreprises il y a quelques mois. On parle de conciliation et de handicap et entrepreneuriat. Moi, je vais rejoindre Margot dans le sens où tout dépend du handicap. Et quand ça fait des années qu'on se le traîne, quand on veut entreprendre quelque chose, eh ben on vit avec, donc on sait s'adapter de toute façon. Donc en termes de conciliation, on réfléchit avec, donc c'est pas. On est déjà concilié nous dans notre esprit, parce que si on n'était pas en accord avec notre handicap, là ce serait un vrai problème plus que psychologique.
on apprend à vivre avec et on fait ce qu'on peut. On connaît ses limites et on choisit d'entreprendre là où on aura le moins de contraintes possibles. Donc oui, la conciliation entre le handicap et l'entrepreneuriat, pour moi, il n'y a pas de conciliation. C'est la même chose que quelqu'un qui n'est pas handicapé, quoi, et qui va savoir trouver le job qui lui convient. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Eh ben, la transition est toute faite. Donc en fait, finalement, cette première question nous permettait finalement d'introduire en fait le rapport que vous avez à votre activité en tant qu'entrepreneuse aussi. Et je pense que la question qu'on se pose, au-delà, effectivement, on voit bien que c'est un choix voulu, désiré, que ça peut être aussi un choix plus adapté pour des questions d'horaire, comme Margot pouvait le citer, pour l'idée aussi de s'investir dans un propre projet personnel et donc d'en s'en libérer, comme Aurélie, tu le partageais. Moi, j'aimerais savoir finalement quel a été le moment l'élément déclencheur pour vous, mais surtout avant ce choix, est-ce qu'il a été imposé ou est-ce que vraiment c'est vous qui avez pris ce choix à bras le corps de vous lancer une bonne fois pour toutes dans l'entrepreneuriat? Et pour ça, j'aimerais commencer par Daniela cette fois-ci. Oui, donc clairement pour moi c'est un choix qui s'est imposé hein, parce que je me suis retrouvée limitée en fait dans mon poste de travail, comme je disais tout à l'heure, en tant que salariée dans un hôpital. Bien que kinésithérapeute, j'ai été vraiment j'ai souffert de la masse de travail administratif en fait à l'hôpital et du coup ce choix-là s'est imposé à moi. Et c'est imposé à moi aussi parce que j'ai eu la chance qu'on me propose en fait une expérience professionnelle comme formatrice auprès d'étudiants en fait en école d'ergothérapie. Et là, c'est vrai que ça a été un véritable déclenchement pour moi. Ça, je me suis dit ah ben c'est ça que je veux faire. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé on va dire à créer ma nouvelle activité. Voilà. Merci beaucoup Daniela. Et on donne la parole, on la redonne à Aurélie sur ce sujet. Oh. Alors, pour ma part, c'était un choix un peu de tout. Ça a été voulu, nécessaire et spontané. Voulu parce qu'avec le recul de quelques mois, là, je m'aperçois que mon projet, ça faisait 30 ans que je l'avais derrière la tête et qu'il est passé de mon inconscient à mon conscient à un moment donné où sûrement que je commençais à me dire que s'il va falloir ça va être nécessaire que je passe à autre chose pour respirer. Je cacherai pas non plus que j'ai eu mon petit bébé qui a maintenant 3 ans et c'est aussi un des facteurs qui est rentré en compte, quoi. C'est prendre le temps, avoir le temps et s'occuper de soi, quoi. Et deux autres dans mon cadre, hein, bien sûr. Mais voilà, un cordonnier n'est pas mal chaussé. Et donc voilà, vraiment c'est un projet que j'ai depuis le départ parce que moi, au départ je suis sportive de haut niveau. Après la maladie m'est tombée dessus donc ça n'a pas été le cas. Je suis devenue ingénieure parce qu'il a bien fallu que je fasse quelque chose. Et puis maintenant je reviens aux sources dans ma 3e vie en ralliant le côté sportif, équipe, corps avec le massage. Donc je boucle la boucle sur cette 3e vie. Merci Aurélie. Donc on voit déjà entre Daniela, Aurélie en tout cas le passage à l'acte entrepreneurial a été impulsé pour différentes raisons. Et pour toi Elsa, quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'était un choix imposé, voulu? Alors, pour ma part, c'est un choix, je pense que c'est important de le poser. C'est un choix idéalisé. Parce que, je l'ai dit au début, j'ai 26 ans et moi j'ai grandi avec le début des réseaux sociaux, le début d'Internet et aussi le début de ce qu'on appelait à l'époque, c'est un peu gênant maintenant de dire ça, mais les stars d'Internet. Et donc, à cette époque-là, on voyait des personnes derrière un ordinateur qui avaient l'air super sympas, avec des beaux profils d'entrepreneurs. Et donc, je pense que ma génération, il y a eu un côté rêve derrière tout ça, un facteur, on peut dire, générationnel. Et bien évidemment, à l'époque, on ne nous disait pas que ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on veut bien montrer. Et
voilà, qu'on montre entre guillemets ce qu'on a envie de montrer. Donc moi, c'était un choix idéalisé de ma part, l'entrepreneuriat, et je me souviens qu'à l'âge de 19 ans, je commençais ma première alternance dans une très grosse boîte où je suis restée finalement 3 ans. Une très belle expérience en alternance, mais dès que j'avais une contrainte, c'était un peu comme un truc en mode de toute façon dès que j'ai mon master entre guillemets je me casse de cette baraque et j'entreprends quoi. Donc il y avait quand même un truc un peu entrepreneuriat derrière tout ça. Euh, et le choix véridique de passer à l'entrepreneuriat, moi, ça a été un ras-le-bol. Je venais d'enchaîner, enfin, c'est une erreur de ma part, je venais d'enchaîner plusieurs contrats précaires dans la même structure sur une période d'1 an et demi. Et donc, tout à l'heure, je parlais aussi de compensation du handicap, donc j'étais aussi tombée là-dedans. Et donc, j'ai calculé tout simplement mes droits chômage et j'ai vu que j'avais 2 ans et je me suis dit 2 ans, c'est super pour entreprendre, j'y vais. Donc, il y avait dès le départ chez moi un choix idéalisé parce que l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose. Voilà, c'est pas. Il y a des contraintes dans le salariat et il y en a aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, un choix idéalisé. Et l'élément déclencheur, pour moi, ça a été un ras-le-bol et un sentiment de sécurité de me dire, bon, ben là, pendant 2 ans, j'ai des allocations chômage, je suis entre guillemets protégée, je peux y aller. Et donc, moi, ça s'est fait comme ça. D'accord, Elsa. Et, Donc une période de transition qui ouais, t'a permis, en tout cas, de pouvoir aller te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc on voit bien du choix ouais. imposé, du choix voulu et multiple, Mm. alignement avec sa vie. Toi, tu avais un choix très idéalisé peut-être de l'entrepreneuriat, mais en Ouais, même temps, beaucoup. tu as profité de cette occasion de transition pour te lancer. Oui, même si le choix est idéalisé, enfin, ou l'idée est idéalisée, faut y aller quand même. Parce que sinon, après, je pense que ça crée certaines choses. Donc, il faut y aller quand même. Je vais passer la parole à Margot, du coup, je crois. Ouais, parfait, merci. Oui, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, Elsa. Pour moi, c'est un peu différent et je vais vous en parler maintenant. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, pour moi, entreprendre à la base, je pense que c'était un rêve, mais même au-delà d'être un rêve, c'est complètement dans mon ADN. Depuis que j'ai 15 ans, je suis obsédée par l'entrepreneuriat social et solidaire. J'avais entrepris des études généralistes dans le secteur public sur des études de commerce pour pouvoir m'outiller, tout ça. Et puis bon, moi j'ai eu mon handicap psychique qui m'a clairement stoppée en fait dans mon élan parce que j'étais plutôt une personne qui réussissait. Et moi j'ai décidé de changer de vie, de jouer sur mes facteurs environnementaux, déjà pour aller au plus près de moi, c'est-à-dire faire des choses qui me correspondent et qui me permettent de vivre avec mon handicap psychique en parfaite adéquation. Et ça, c'est un réel travail. Et donc, c'était aussi un travail vers l'entrepreneuriat. Parce que même si ma situation a fait que j'ai dû me détourner de tout ça, de toute façon, j'y revenais tout seul de mon côté puisque je passais mon temps à élaborer des business models sur des projets très, très, très différents. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que finalement, quand on est sans diplôme, qu'on a un handicap psychique, qu'on travaille, qu'on essaye de s'en sortir, qu'on a des engagements bénévoles, bah, parfois on fait face à des murs. C'est-à-dire qu'on a des compétences pour travailler, je sais pas, par exemple sur de la gestion de projet ou des choses comme ça, où on demande un bac+5, mais finalement, nous, avec notre situation, on n'y a pas accès. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le droit commun. Et donc, j'en viens à ça pour vous expliquer que moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le jour où j'ai ouvert la bonne porte qui m'a permis d'avoir accès d'une certaine façon au droit commun, mais aussi une reconnaissance. Donc ça, c'est grâce à un travail et grâce à un diplôme que j'ai entrepris pour devenir père aidant en santé mentale. Mais c'est surtout grâce au travail que j'ai eu ensuite, où j'ai été embauchée en tant que personne concernée du fait du handicap sur un job de coordination de projet. Et ça, aujourd'hui en France, c'est une énorme chance. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour moi, puisque malgré le fait que j'avais un parcours riche, malgré le handicap, ça ne valait absolument rien. Mais grâce à cette expérience, j'ai développé ce qu'on appelle un réseau, j'ai développé une expertise dans un domaine et ça m'a permis de passer à l'acte tout simplement et aujourd'hui de créer mon entreprise. Parfait. Bah, merci beaucoup à toutes les quatre. Et encore une fois, Margot, tu me fais toute la transition parce que au-delà du fait que ce soit un choix imposé, voulu, désiré, idéalisé, en tout cas, c'est quand même un passage que vous avez toute prise de vous dire, allez,
je vais me lancer en entrepreneuriat, il y a quand même eu des éléments, voilà, qui ont pu déclencher ce passage à l'acte. Mais surtout, en fait, tu mets déjà le doigt, Margot, sur un sujet, sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite, parce qu'il y a passé à l'acte, démarrer l'aventure entrepreneuriale, mais surtout derrière, quels ont été les éléments qui vous ont vraiment permis de pouvoir poursuivre ce projet, cette aventure entrepreneuriale. Et donc là, je serais preneuse d'avoir vos quelques éléments au-delà donc du réseau que auquel tu faisais référence, Margot, ou de cette expérience professionnelle positive que tu as eue. Elsa, quels ont été les éléments déclencheurs pour que tu puisses vraiment concrétiser ce projet? Je pense que j'ai eu un premier bon réflexe, c'est de me dire je vais me faire accompagner. Alors je sais pas si c'est lié à la situation de handicap ou pas qui fait qu'on a, je pense, l'habitude d'être accompagné. Moi, mon premier réflexe, c'était je peux pas rester seule là-dedans, je dois me faire accompagner. Alors je pense que c'est important de le dire. Mon premier contact avec l'entrepreneuriat, ça a été Pôle emploi. Et je pense que c'est important de le poser. Je suis tombée par chance, parce que tous les conseillers ne sont pas si ouverts au projet de création d'entreprise. Je suis tombée sur un conseiller ouvert, à l'écoute, et rien que cette première porte d'entrée, cette première porte qui s'est ouverte, ça m'a amenée à continuer. Donc je pense que c'est important dès le départ, déjà que les conseillers Pôle emploi sont de mieux en mieux formés par rapport à ça, et c'est tant mieux, parce que moi, ça m'a invité à continuer. Et donc ensuite, ce conseiller m'a très bien orientée parce qu'il m'a orientée vers le dispositif public qui s'appelle Active Créa, pour les personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui sont demandeurs d'emploi. Pour ma part, j'ai été accompagnée, donc c'est des prestataires de Pôle emploi qui accompagnent. Moi, c'était le CIBC 33 à Bordeaux, et ça m'a permis, ça a été un super dispositif qui a duré 3 mois, qui est gratuit, et ça m'a permis de confronter, d'approfondir et surtout de confirmer mon projet. Parce que moi, je venais de quitter mon CDD, donc j'étais un peu en dents de scie, j'étais pas encore sûre. Ça m'a permis de le confirmer. Ensuite, j'ai à nouveau eu, donc une 3e fois, l'aide de Pôle emploi, parce que je me suis dit, ok, je confirme ce projet, c'est ce que j'ai envie de faire. Par contre, pour moi, c'est important de me former à l'accompagnement en bilan de compétences. Est-ce que vous pouvez me financer une formation? Est-ce qu'on peut faire un donnant-donnant avec le CPF? On m'a dit oui. Donc vraiment, Pôle emploi, moi, a vraiment été moteur pendant plusieurs mois de la création de mon projet, du développement de mon projet. Et ensuite, une fois que tout ça a été passé, je me suis retrouvée complètement paumée. Je me suis dit, et maintenant, je fais quoi? Par où je commence? Je pensais être super avancée alors qu'en réalité, j'étais qu'au tout début. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, Pôle emploi, l'accompagnement Pôle emploi, c'est fini. Est-ce que je me tournerais pas vers une association? Et là, j'ai fait appel à HUP. Et j'ai rencontré mon super mentor Mehdi, qui m'a accompagnée pendant 6 mois. Donc pour parler brièvement de lui, parce que ça me tient à cœur, c'est quelqu'un qui travaille dans la transformation digitale. Moi, je suis pas vraiment issue de ce domaine, j'y suis sensible, mais je suis plutôt issue d'un milieu administratif, des ressources humaines, etc. Et au-delà de la relation humaine qu'on a eue, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée, tant au niveau professionnel que personnel, et aussi c'est quelqu'un qui m'a formée. Alors je pense un peu indépendamment de sa volonté. Maintenant, je suis capable de tenir 30 minutes de conversation sur l'intelligence artificielle, sur les répercussions dans le monde, etc. Donc ça, c'est un accompagnement vraiment de 6 mois qui a été super riche. Et je voulais aussi préciser que l'accompagnement HUP, pour moi, ça n'a pas été que des échanges par rapport au côté professionnel. Ça a été un accompagnement aussi humain. Parfois, on pouvait discuter pendant 30 minutes de différences culturelles, etc. parce que Mehdi habite dans un autre pays. Donc, il y avait vraiment cet échange humain. Et finalement, quand on s'est quitté à 6 mois, que l'accompagnement était fini, finalement, j'en étais là où je pensais que j'étais quand je l'ai rencontré. Donc, et c'est aussi lui qui m'a invité à me poser des questions par rapport à la coopérative, travailler en coopérative, etc. Et donc, pour conclure ma parole, donc ce sont tous ces éléments qui m'ont aidé. Et ce que j'aimerais insister sur un point, tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur et que j'accompagne des personnes et que j'aime ce que je fais, ce sont des personnes qui m'ont accompagné. C'est des gens qui ont cru ou pas, je sais qu'il y en a qui n'ont pas cru, c'est des personnes qui ont cru ou pas en mon projet et qui m'ont aidé et qui m'ont accompagné au-delà de ce qu'ils pouvaient penser, au-delà de leurs préjugés.
Donc finalement, je pense qu'un projet entrepreneurial, s'il n'y a pas quand même des gens autour pour vous y aider, pour vous accompagner, etc., bah, c'est peut-être plus difficile. Moi, en tout cas, les personnes ont vraiment été moteurs, et notamment avec l'association HUP, l'accompagnement avec Mehdi a vraiment été, pour ma part, exceptionnel. Donc voilà. Donc moi, ça a été toutes ces étapes. Le passage à l'acte, pour moi, il s'est produit, il y a eu un événement important, c'était la fin de mon contrat. C'est-à-dire que j'avais un contrat de 2 ans. Ce contrat, il devait se poursuivre avec un CDI, tout ça. Et en fait, j'ai complètement paniqué d'une certaine façon. Et aussi dans mon travail, en fait, il y avait des choses qui me convenaient, d'autres qui me convenaient pas. Et surtout, j'ai vu l'opportunité de créer mon entreprise tout simplement, notamment via l'expertise que j'ai dans mon domaine de l'intervention par les pairs. Et finalement, c'est pour ça que j'ai pu, en toute sécurité, me dire, je vais entreprendre. Pourquoi? Parce que à la fin de ce contrat, j'avais droit à 1 an et demi d'ARE, que je pouvais bénéficier des accompagnements que vient d'évoquer Elsa, comme les financements Pôle emploi, avec l'association HUP. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu comme si j'avais enfin la voie royale pour entreprendre avec une sécurité financière, une sécurité humaine, puisque possibilité d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que, tout simplement, je suis en train de passer à l'acte et que je vais immatriculer ma société potentielle au mois de janvier. Et je suis d'accord avec Elsa, être accompagnée, qu'on soit valide ou handi, c'est hyper important. De toute façon, je crois qu'on fait jamais grand-chose tout seul finalement. Et surtout aussi, il y a un point que je voudrais évoquer, c'est que le vrai problème pour moi aujourd'hui que peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap, mais de manière plus large, des personnes vulnérables, c'est la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si les outils, les moyens, je veux dire, l'espace public n'est pas accessible aux personnes, les personnes ne peuvent pas bénéficier de tout ça. Moi, je crois aujourd'hui que j'ai aussi beaucoup de chance, c'est parce que finalement, je sais me débrouiller. Ok, j'ai un handicap psychique, je travaille en faveur de la reconnaissance des personnes concernées. Par contre, j'ai conscience que je ne suis pas sur le même spectre d'égalité des chances et d'opportunités de toutes les personnes en situation de handicap. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de vous dire. Le message, c'est il y a l'accessibilité. Notre société n'est pas accessible à toute personne. Et en plus de ça, il y a un vrai problème sur la représentation qu'on a des personnes handi. Parce que aujourd'hui, par exemple, en fait, ce qu'on vient vous délivrer comme message, c'est finalement de dire que le handicap n'est pas une incapacité. Et il ne faut pas confondre le handicap avec la personnalité des personnes aussi. Et donc, on est des personnes capables d'entreprendre à condition que on ait accès aux droits communs, que la mise en accessibilité soit possible et que les gens nous regardent pour ce que nous sommes et pas pour ce qu'ils pensent que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup Margot. Merci pour ce message et qu'on rejoint totalement. Et je propose donc que Margot, on donne la parole à Aurélie. Quels ont été les éléments essentiels, Aurélie, pour vraiment concrétiser ton activité après ce passage à l'acte que tu as eu? Alors moi, j'ai commencé par faire une formation dans les massages, bien que je savais déjà masser, mais je voulais m'assurer que cette cadence plus élevée pouvait être compatible avec mon handicap. Ça, c'est pour déjà le valider, que je ne parte pas trop la fleur au vent. Et après, j'ai bille en tête, je suis partie bourrine. Et je me suis retrouvée, et là je vous rejoins, je me suis retrouvée, voilà, la société est créée, maintenant je fais quoi? On se sent bien seul en entrepreneur, handicapé ou pas. Et j'ai commencé à chercher et j'ai rencontré HUP avec Virginie qui m'a trouvé une super marraine. Mais là, pareil que ton Mehdi, Margot, Muriel, ça a été, on est toujours en contact. C'était une épaule avec qui soupirer, parfois pleurer, mais motivante. Elle m'a soutenue de A à Z, elle m'a aidé à faire
mon site internet, le logo de mon entreprise. J'ai beaucoup travaillé aussi, hein, mais elle particulièrement. Et c'était vraiment enrichissant. Et de manière générale, le fait de savoir que, au-delà, en plus de Muriel, que HUP est là juste à côté, on n'a pas eu beaucoup d'échanges, mais les échanges qu'on a eus étaient forts, ils étaient là. Et surtout, le fait de savoir que à la moindre question, on peut vous appeler. Vous êtes là, même si c'est pas du tous les jours, même si on n'est pas tout le temps ensemble, vous êtes là. Vous êtes là et on sait qu'on peut prendre le téléphone et vous appeler pour le moindre problème. Et ça, être soutenu de sa famille et de gens, comme vous disiez juste avant, c'est hyper important. On ne peut pas partir entrepreneur tout seul. On est seul dans l'activité, mais faut être blindé et supporté à côté, sinon c'est pas possible. Mais merci Aurélie. Donc gros merci à HUP et gros bisous à toi Muriel si tu vois cette vidéo. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas des bénévoles déjà engagés qui sont présents ce soir, mais c'est vrai que ils peuvent aussi très bien illustrer parce que c'est vraiment une rencontre des deux côtés. Hein. C'est pour les bénévoles reviennent à chaque fois de manière nourrie, élevée. Enfin, c'est vraiment une expérience à double sens. Et peut-être donc pour revenir, pour clôturer ce tour de table, parce qu'on voit bien qu'il y a l'importance d'être soutenu, l'importance d'être accompagné. Il y a aussi des limites. Et Margot, tu as bien raison de les souligner parce que c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'être soutenu, mais il y a encore du boulot. Et donc c'est parfois des défis aussi, hein, l'entrepreneuriat dans ce sens. Daniela, pour clôturer cette question, quels ont été les éléments essentiels pour toi pour pareil concrétiser l'ouverture bientôt de ton activité? Parce que vous voyez bien qu'on a des profils finalement à différentes étapes dans le projet entrepreneurial, mais toutes ici ce soir sont des entrepreneuses déjà installées puisqu'elles sont déjà pleinement épanouies dans leur projet entrepreneurial. Donc toi, Daniela, quels ont été les éléments essentiels? Alors, le premier élément, ça a été de me former effectivement comme formatrice, puisque c'est ce que je voulais faire. Et donc, c'était super. Ça n'a pas été simple parce que moi, j'habite en campagne et à 200 km de Paris, donc il fallait que j'aille me former sur Paris. Et ensuite, une fois la formation faite, j'étais ravie. Il me fallait avoir des outils pour entreprendre. Et là, je me suis trouvée dans un salon qui s'appelle Nouvelle Vie à Paris. Et dans ce salon, j'ai eu la chance de rencontrer une représentante de la shop. Et là, ça a été super parce qu'en fait, bon, moi j'étais déjà accompagnée par Cap Emploi qui m'avait permis d'accéder à cette formation. Mais à Shop, ça a été pour moi la rencontre d'un réseau, la rencontre aussi de l'inclusion, hein, dans l'entreprise, l'inclusion. HUP et l'inclusion m'ont vraiment permis de me faire un réseau, de me former, d'avoir du lien social et de faire surtout en plus des formations à distance, puisque moi je j'habite pas sur Paris. Et ça, en période de Covid, ça a été une chance énorme parce qu'autrement, je pense que ça aurait été très très difficile pour moi que mon projet voit le jour, voilà, à ce moment-là. Et donc l'autre chose importante, c'est hormis ces réseaux, c'est aussi, je pense, le soutien de la famille, le soutien de mon entourage, de mes amis, parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'est propre au handicap, mais je pense qu'on a besoin de se faire confiance et on a besoin du regard de l'autre pour se dire qu'on est vraiment, on espère être sur la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, Daniela. Donc, on voit bien en tout cas qu'il y a plein d'éléments, il y a une recette un petit peu à avoir hein, lorsqu'on se lance dans l'activité entrepreneuriale. Vous voyez bien que dans les témoignages partagés par Margot, Daniela, Elsa et Aurélie, on n'a pas toujours les mêmes éléments, mais ce qui ressort quand même, c'est les rencontres, l'écosystème aussi. À Shop, on n'est pas seul, on est aussi dans un écosystème multi-acteurs et c'est bien du coup de citer les autres acteurs parce que en fait, c'est cette complémentarité entre les différents acteurs qui va permettre aujourd'hui de proposer des solutions d'accompagnement. C'est l'entourage, c'est le soutien, c'est l'écoute, hein, évidemment, et ça, je pense, c'est essentiel. Mais je pense qu'on peut ressentir ici que ça reste
un challenge aussi de se lancer dans l'activité entrepreneuriale, que c'est pas non plus la voie royale. D'ailleurs, mais ça reste, voilà, il y a des défis au quotidien qui peuvent se poser, d'où ces éléments essentiels à constituer dans le parcours lorsqu'on se lance dans l'activité. Et peut-être avant de laisser un temps questions-réponses, j'aimerais vous poser la question aujourd'hui, quel serait donc votre défi d'aujourd'hui et peut-être même vos défis de demain, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais, généralement, quand on est en activité entrepreneuriale. Et Aurélie, est-ce que tu pourrais démarrer là-dessus et nous partager, du coup, un ou plusieurs défis que tu identifies aujourd'hui ou demain? Bah, mon défi d'aujourd'hui, qui sera le même demain, accompagné d'autres, hein, c'est d'avoir des clients. Moi, j'étais partie dans l'idée de travailler avec les particuliers et les entreprises, en me disant, pour les entreprises, j'amène la qualité de vie au travail en proposant des massages. Derrière, il y a le côté TIH. Et en fait, là où j'ai eu moi une grande déception, c'est que j'ai fait pas mal de forums emploi, handicap et autres. Et les entreprises, moi j'ai l'impression qu'elles viennent dans ce genre de forum pour afficher le nom de leur entreprise. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce qu'on échange, on discute. Et derrière, j'envoie des emails, je téléphone, il n'y a jamais de réponse. Et moi je déchante pas mal là-dessus, hein, sur regardez-moi, je suis beau, je fais ci, je fais ça. Et derrière, rien. Donc, pardon, parce que je suis vraiment très remontée sur ce sujet. Et la question, c'était, ah oui, voilà. Donc, trouver avoir des clients. Et au-delà de générer, d'avoir plein de clients, moi, ce que je veux quand même apporter, c'est vraiment cette prise de conscience à tout un chacun de prendre soin de soi. Et on a l'impression que c'est nous handicapés, ça nous est tombé dessus, ou alors on l'a déjà depuis la naissance, mais on en a plus conscience. Moi, ça me fait mal de voir les gens qui tirent sur les cordes, qui attendent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils attendent de se prendre une tarte avant de réagir et de commencer à écouter leur corps, quoi. Et c'est vraiment un défi personnel que je me donne, c'est arriver à promouvoir, à prodiguer, et leur dire, mais stop, souffle, ça suffit. Si tu veux continuer tranquillement, prends soin de toi d'abord, quoi. Et le slogan de mon entreprise, c'est ne prends pas ton mal en patience. Non, je suis émue de tout ce que je dis. Voilà. Merci Aurélie. Donc en tout cas, on comprend ta sensibilité, on comprend que voilà. Je l'ai dans les tripes. Voilà. Donc généralement quand on est entrepreneuse, on a dans les tripes son projet, hein. Merci Aurélie. Je vois que le temps passe, donc je vais tout de suite passer la parole à Elsa. Elsa, est-ce que tu as Oui, je vais essayer de faire vite. Moi, mes défis d'aujourd'hui, ils vont tout simplement jusqu'à une certaine date. Ils vont jusqu'à février 2024. Je continue aussi à m'investir sur des projets coopératifs dans une certaine limite de temps et voilà, j'ai des engagements avec des particuliers, des demandeurs d'emploi et aussi une grande école de commerce jusqu'à fin février. Et je pense que vous l'aurez compris, moi actuellement je suis un petit peu en dualité, c'est-à-dire que je vis une expérience professionnelle vraiment enrichissante, d'ailleurs tant sur le côté pro que perso. Et en même temps, en ce moment, je ressens, c'est vraiment du ressenti, que mon projet entrepreneurial et mon handicap, comme j'ai envie de dire, j'aime bien le terme, il mène pas une danse harmonieuse en ce moment. Donc je pense que c'est important, mais qu'on soit personne en situation de handicap ou pas, parfois de se poser certaines questions. En tout cas, moi, ces questions, elles viennent à moi. C'est pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'ai décidé d'entreprendre, quels sont mes besoins, là, tout de suite, qui sont satisfaits et insatisfaits. Et voilà, actuellement, je traverse une remise en question. Donc ça, c'est mes défis d'aujourd'hui, on va dire, qui vont jusqu'à février 2024. Et mes défis de demain, du coup, ils sont après février 2024, où je réfléchis potentiellement à ce que je vais faire. Peut-être abandonner l'entrepreneuriat parce que
je me rends compte que ça me correspond pas, ça rentre pas dans le champ de mon handicap ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter ses besoins. Et pour ma part, c'est ce que je fais. Et je sais que ici, on est là pour parler d'entrepreneuriat. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire, ben moi, je vais peut-être arrêter. Mais je pense que si jamais, et c'est peut-être mon projet d'ici fin février 2024, si j'arrête l'entrepreneuriat pour le salariat, je pense que ça fera de moi une meilleure collaboratrice, celle qui aura connu les conforts et les inconforts de l'entrepreneuriat pour mieux apprécier ceux du salariat. Et pour conclure, c'est celle qui n'aura par conséquent pas de remords, pas de frustration, parce que j'aurais essayé et surtout que je me serais écoutée. C'est important. Moi, je pars du principe que on est des êtres en mouvement et que si ça résonne pas comme ça doit résonner, ben, faut s'écouter. Voilà. Et je passe la parole à Daniela. Oui, donc moi c'est pareil, là, mon défi majeur là, dans l'immédiat, c'est vraiment de mettre en route ma nouvelle entreprise. Donc j'espère début 2024. Alors l'idée c'est que fin 2024, je n'aurai plus d'allocation de retour à l'emploi. Donc du coup, en janvier 2025, il faut vraiment que je puisse avoir mon salaire. Donc ça c'est quand même une motivation importante et nécessaire. Et je souhaite également continuer évidemment à prospecter pour créer des partenariats. Et là, peut-être que le défi, c'est d'être efficace en termes de communication. Et là, voilà, je dirais que je peux pas le faire toute seule, donc j'aurais besoin de partenaires aussi peut-être qui peuvent m'aider à communiquer sur l'entreprise ou sur mes services. Voilà. Et d'une manière générale, ce qui me tient à cœur, que ce soit avec des professionnels de santé, des salariés d'autres entreprises ou quelques personnes qu'elles soient, on va dire, c'est de sensibiliser toujours en fait à la prévention, à la santé, au handicap, parce que ça aussi, ça me tient à cœur, ça fait partie de mon métier en même temps. Et puis de donner des outils, voilà, à chaque individu pour prendre soin de lui. Voilà. Merci beaucoup, Daniela. Et Margot, je pense que tu vas clôturer donc cette question. Voilà, tes défis d'aujourd'hui et de demain, et on laissera un temps de questions-réponses juste derrière. Défi, c'est vraiment d'arriver à répondre à la planification que j'ai prévue en 2024 parce que j'ai déjà des projets qui sont instaurés. En revanche, je vois aussi qu'il faut que je sois très vigilant sur le développement de mon activité puisque j'envisage en fait de digitaliser mon offre aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est comment je vais accorder du temps au développement de mon activité sur sa première année, tout en envisageant déjà les perspectives qui sont en fait déjà à ma porte, alors même que je n'ai pas mon statut. Voilà, merci pour votre écoute. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les quatre. Sans plus tarder, je vais laisser un temps questions-réponses et on pourra ensuite clôturer. Mais voilà, merci pour vos témoignages. Oui, merci beaucoup à toutes pour vos partages tellement sincères et dans un espace vraiment de bienveillance. Donc, très bel échange. On vous remercie de tout cœur. Donc, on a une question qui a été posée par Richard et qui vous demande si vous avez bien été accompagné par votre médecin traitant concernant la reconnaissance de votre handicap, avec les informations délivrées et les démarches auprès de la MDPH. Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Moi, je veux bien donner un petit peu mon impression là-dessus. Alors, sachez que c'est aussi compliqué, en fait, les démarches liées à la MDPH. C'est-à-dire que même les médecins traitants, là, je parle d'un point de vue général, parce qu'on rencontre toujours des professionnels de santé
qui savent le faire ou qui sont entre guillemets spécialistes de votre situation et qui du coup vont pouvoir vous aiguiller. Mais ça, c'est vraiment pas une norme générale. Aujourd'hui, on peut pas dire, par exemple, que les médecins traitants sont tous formés à la rédaction d'un dossier MDPH, parce que c'est pas vrai, tout simplement. Aussi, le médecin traitant n'est pas forcément le médecin qui remplit ce dossier MDPH. Ça peut être en fait le médecin spécialiste de votre situation de handicap. Et donc, c'est pas forcément référent. Moi, j'ai un handicap psychique, c'est mon médecin psychiatre qui a rempli ce dossier. Voilà. Et aussi, pour la MDPH, pareil, les dossiers sont compliqués. Je connais pas une personne en situation de handicap qui a fait cette démarche-là, qui ne s'est pas pris un mur ou qui, en tout cas, n'a pas sollicité un accompagnement pour le faire parce que c'est pas accessible et c'est pas évident. Et les dossiers sont des dossiers généralistes pour toutes les situations. Et du coup, parfois, ce dossier-là, il est compliqué à remplir tout simplement parce qu'il ne répond pas à votre situation. Et donc, vous ne pouvez pas donner les informations nécessaires à la MDPH pour qu'elle décide, en fait, de votre AAH, de votre RQTH, etc., etc. Voilà, j'ai fini. Est-ce que certaines veulent compléter cette réponse? Oui, je veux bien. Alors, ça dépend du lieu de résidence de la personne, mais pour ma part, mon médecin, il a 15 minutes à m'allouer et c'est tout. Il faut savoir que dans le dossier MDPH, il me semble que ce dont tu parles, Margot, c'est le certificat médical, qui est très long à remplir et c'est impossible de le remplir en 15 minutes. Donc, moi personnellement, ça se fait extrêmement à la va-vite avec des toutes petites annotations. Alors moi, c'était mon médecin traitant qui l'a fait, mais c'est vrai que peut-être aussi solliciter le médecin de dire bon ben voilà, il va y avoir le remplissage sur ce rendez-vous d'un dossier RQTH. Est-ce que on peut avoir 30 minutes au lieu de 15 minutes? Parce que vraiment 15 minutes c'est pas suffisant. Et vraiment le médecin vous aide. Enfin pour ma part, il remplit uniquement ce certificat médical. Il ne remplit pas tout le dossier. Tout le dossier c'est pour vous et certaines personnes se font accompagner par des assistantes sociales, ça c'est autre chose, mais pour le remplir parce qu'il est vraiment complexe. Mais oui, on peut être accompagné de façon minime par son médecin traitant sur cette partie. Je voudrais juste rajouter que effectivement, c'est un dossier qui est lourd à remplir. Moi, c'est mon médecin traitant qui l'a rempli également en mettant tous les différents points. Mais ils n'avaient pas vécu non plus, c'était le médecin traitant, donc généraliste, j'entends. Depuis la première fois, donc il y a 30 ans où j'ai rempli ce dossier, il est arrivé d'autres trucs, sérieux, ça a encore accentué certains points. Sauf que maintenant, depuis peu, il existe la case à cocher reconduction. Et c'est tellement lourd à remplir. Et puis il faut se réinvestir pour réexpliquer ce qui s'est passé, donner des précisions et tout, que très clairement, comme je ne cherche pas à avoir autre chose que cette reconnaissance, je dis que c'est pareil depuis 30 ans, quoi. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, mais c'est la solution de facilité de la reconduction pour le dossier. C'est bien résumé, c'est galère. J'ai un dernier micro-message à passer, donc déjà un grand merci de nouveau Daniela, Margot, Aurélie, Elsa. Voilà, c'est 4 parcours d'entrepreneuses qui sont différents, divers, mais voilà, c'est ça aussi. Et j'ai un petit dernier message, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à Shop, on peut accompagner des entrepreneuses comme ces 4 entrepreneuses parce qu'on est soutenus et qu'on a des bénévoles qui s'engagent auprès de nous. Donc, chers collaborateurs d'Extia, si vous voulez, vous aussi, faire une rencontre humaine, professionnelle, venir apporter votre regard, cette prise de recul, partager votre expertise auprès d'entrepreneurs, on est toujours en recherche continue de mentors et ou de coachs. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous via vos référents dans l'entreprise et ou via notre site internet. Mais voilà, nous aussi on est soutenus, on est accompagnés aussi parce qu'on repose sur un vivier de bénévoles aussi. Donc on compte sur vous. Voilà, mais encore une fois, surtout merci aux 4 entrepreneuses sans qui cette table ronde n'aurait pas eu de sens. Voilà, merci à vous.